et qui va au niveau de la deuxième molaire. Alors, les rapports intimes entre apex 48 et nerf, toujours. Ici, on voit clairement que les racines semblent plonger dans le canal. Alors, sur ce bilan face basse, ça c'est un face basse. Donc il y a des adeptes, on va dire, du face basse. Il y a des gens qui aiment bien prescrire le face basse. Pourquoi? Parce que sur un certain pourcentage de patients, vous allez avoir une dissociation, ou si vous voulez, une dissociation des racines par rapport au nerf alvéolaire. Donc sur la base seulement du face basse, avant d'arriver à l'imagerie sectionnelle, donc vous préservez le malade d'une irradiation inutile, et donc vous faites un face basse. Si au niveau du face basse, vous avez toujours cette proximité, ce doute, et à ce moment-là, vous faites une imagerie 3D. Le but, c'est quoi? C'est de limiter en fait la prescription de l'imagerie sexuelle. Ça, c'est en cas de risque, donc de lésion du nerf alvéolaire. Quand vous avez un doute et que l'image vous fait peur, le scanner vous fait peur, vous avez des rapports très intimes entre l'apex, les apex et le nerf alvéolaire. Vous avez une solution intermédiaire qui est de ne pas extraire la dent, mais de pratiquer ce qu'on appelle une odontectomie partielle, ou on peut appeler ça aussi une coronoplastie ou une coronectomie. Ce qu'on fait, c'est retirer la couronne, donner un petit coup de fraise de la partie, si vous voulez, débutante de la racine, de manière à obtenir une racine sous cristal de 2 ou 3 mm. Et ce qu'on obtient, c'est une guérison complète que vous voyez ici. Bien sûr, il y a des contre-indications à la coronectomie, c'est par exemple la présence d'un granulome ou d'une infection périapicale. Vous allez me dire comment on fait. La discussion va peut-être longue, on peut utiliser les nouvelles techniques maintenant, qui sont par exemple la piézothérapie ou la piézochirurgie, pour aller travailler cette zone qui est sensible en évitant de léser le nerf. Sur cette image, panneau, toujours, un patient qui se présente avec des douleurs intenses. Et c'est un porteur de faiblesse totale. Et quand vous regardez la radio, vous voyez qu'au niveau de la crête, va déboucher, si vous voulez, le nerf alvéolaire. Donc, les trous mentonniers sont au niveau de la crête. Et c'est normal que le patient ait mal, puisqu'il va à chaque fois appuyer, exercer des pressions sur son nerf alvéolaire. Vous allez dire quelle est la solution? Ce n'est pas le but de la communication, mais on peut toujours parler de la piézochirurgie et éventuellement, nos confrères, il y a un confrère Maximo peut-être ici, qui peuvent éventuellement procéder à une latéralisation ou là, un repositionnement apical du nerf alvéolaire, même si ce n'est pas très facile à faire. Et puis, occasionnellement, plutôt, on peut aussi découverte fortuite d'une canine incluse. Donc, il faudra éventuellement prendre en charge avant de mettre un appareil total au maximum. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure des cas de canine incluse. Ici, la canine a l'air ondulée. Elle est un petit peu donc oblique. L'axe est oblique. En réalité, il n'est pas oblique. Vous allez le voir tout à l'heure au niveau du scanner de cette patiente. Donc ici, c'est juste pour dire que le bilan panoramique, dans le cadre des inclusions de canines ou d'incisives ou autres, ce bilan seul n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment informatif pour prendre une décision thérapeutique. Dans le cadre des CBS également, donc une racine refoulée dans le sinus, je pense qu'elle est assez visible donc, à ce niveau, on a une petite racine là, on ne peut pas la localiser dans les trois sens de l'espace, et donc une prise en charge, une orientation thérapeutique, il faut savoir exactement où elle est pour choisir la meilleure solution. Donc vous faites un scanner, sur la coupe panoramique du scan, vous arrivez à la localiser, et sur la coupe coronale également, vous arrivez à la localiser, puis on découvre également qu'il y a une sinusite là, que le sinus n'est pas tout propre, et en comparaison avec l'autre sinus qui est parfaitement sain. Là, une curiosité, on va dire, un syndrome d'Egel, j'en ai vu un ou deux dans les différentes consultations. C'est quoi? C'est tout simplement une longue apophyse styloïde. Il s'agit d'une calcification du ligament styloïde. Cliniquement, le patient se présente avec des douleurs unilatérales du pharynx, tenaces et qui irradient vers le cou et l'oreille avec des troubles de la déglutition. Le traitement, c'est soit tout simplement médicamenteux pour calmer un peu le malade, soit c'est la styloïdectomie. Ici, un cas de rupture d'aiguille, ça arrive exceptionnellement. Et sur la base de ce cliché panoramique, bien entendu, on ne peut pas
se projeter dans la thérapeutique. Si on doit retirer ce fragment, il faudrait qu'il y ait une symptomatologie qui nous incite à aller chercher ce fragment ou cet élément donc métallique. Et à ce moment-là, bien entendu, un cliché sectionnel, ou plutôt une imagerie sectionnelle, serait souhaitable, même nécessaire. On va voir maintenant dans le cadre des pathologies maxillo-mandibulaires ou maxillo-faciales en général. Donc les images qui vont nous orienter vers la bénignité, ce sont des images radio bien limitées, avec la liseré de condensation, avec donc une zone de transition étroite entre os sain et os pathologique, un refoulement harmonieux du canal dentaire, une bascule ou un télescopage des dents avoisinantes, la rhizalyse, qui est un signe important de bénignité, soufflure, amincissement, voire rupture des corticales, mais sans envahissement. Quelques images radio-opaques, on verra tout à l'heure les images radio-claires. Donc ici, je pense que tout le monde sera d'accord, il s'agit d'une petite lésion radio-opaque que l'on appelle tout simplement odontome. Il s'agit d'un odontome. Sur cette image, le doute, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça peut être, la tonalité ici est plutôt dentaire. Donc ça peut être un odontome, ça peut être également un ostéome. Vous voyez la radio rétro-alvéolaire technique argentique, l'image n'est pas du tout intéressante, n'est pas du tout nette. C'est mieux d'avoir un panoramique dans ce cas-là. Malheureusement, on n'a pas encore de RBG dans notre service. Ici, il s'agit d'inclusion dentaire. On voit donc clairement un corps ici et un autre ici. Et après donc le retrait de ces deux éléments radio-opaques que voici. Donc là, on espère que la dent va faire son nervus. L'incisive là. Donc odontome. Sur cette image, vous avez une lésion radio-opaque qui fait corps avec la prémolaire. Également, vous constatez qu'il y a une image et c'est un patient qui a des signes cliniques. Donc c'est comme une cellulite, il y a un phénomène infectieux qui accompagne cette image. Vous faites un scanner et vous avez une rupture corticale qui est objectivée ici. Donc une fois que vous avez sur l'imagerie sectionnelle l'étendue de la lésion, dans le sens volumétrique si vous voulez, dans le croissance d'espace, vous pouvez prévoir votre thérapeutique. Et l'examen anapath revient sémanto-mandibulaire. Également sur ce cliché, c'est un cliché de contrôle, on va dire, du cas précédent. Vous avez donc la lésion qui a été retirée, à 6 mois vous avez une réossification débutante, et pratiquement à 18 mois, 1 an et demi, on a une réossification un peu plus complète. Ici, on a une image radio-opaque au niveau angulaire. Là. Alors, quand vous avez une image comme ça, vous ne pouvez pas savoir si ce corps donc kystique, on a ici ce qu'on appelle un kyste périodontal latéral, qui est assez volumineux. Ici, vous avez une racine résiduelle, certes, mais il y a également une lacune là, une image radioclaire ici. Est-ce qu'elle est ondorosseuse ou est-ce qu'elle est en surface ou est-ce qu'elle est palatine? Il faut faire un cliché sectionnel. Et là, on a l'image au niveau de ces coups. Vous avez la trace donc, de cette lésion, de ce kyste naso-palatin, et vous avez une érosion où il y a, si vous voulez, le maxillaire qui est érodé. Et le fait de diminuer l'épaisseur d'os va apparaître comme étant une image radioclaire sur la panoramique. Maintenant, on a un gros kyste maxillaire. Et sur la base de cette radio, bien sûr, le diagnostic ne va pas être établi sur la base de la radio, mais l'orientation thérapeutique, oui, c'est assez volumineux. Vous avez une fragilité de la basilaire ici. Vous avez une lésion qui monte très haut, qui arrive presque à l'apophyse coronoïde. Le choix thérapeutique ou l'orientation thérapeutique, elle peut se faire à ce niveau. On va plutôt confier ça à nos camarades, à nos confrères maxillo-faciaux. Là, l'intérêt des panoramiques dans le contrôle. L'intérêt de la panoramique dans le contrôle et le suivi. Vous avez un cas ici à J0 d'un kyste dentigère, on appelle ça un kyste dentigère, ou anciennement coronodentaire. Vous avez à 4 mois, ici un niveau de réossification qui commence à augmenter. Ici à presque 2 ans, une réossification complète, et une confirmation, si vous voulez, à 3 ans, pour
si vous voulez, confirmer qu'il n'y a pas de récidive. Donc il faut les suivre assez longtemps, ces cas de kyste. Alors là, c'est un cas intéressant parce que la patiente se présente avec cette image et vous avez l'impression, on a tous l'impression, quand on regarde l'image, qu'il s'agit d'une alvéole en phase cicatricielle. Vous allez me dire, l'extraction a été faite dans la semaine, dans les 10 jours maximum. En réalité, la patiente est une patiente qui est sous biphosphonate et la radio a été prise 2 mois après l'extraction. Donc il faut toujours, je rappelle, rapporter la radio à son contexte clinique. Toujours le contexte clinique, et à partir de là, j'essaie d'interpréter ma radio. Donc bien sûr là, c'est un cas probablement d'ostéonécrose, donc il faudra prendre en charge l'ostéonécrose. Maintenant les limites toujours de la panoramique, image radio claire, région apicale, 41, mais en réalité c'est un artefact, donc il n'y a absolument rien. Vous voyez cette image, on va se dire qu'il y a un granulome, mais en réalité il n'y a rien. Vous faites un cliché décalé de 21 jours parce que la patiente est venue pour l'extraction de sa molaire. On fait l'extraction et on demande un autre cliché pour vérifier est-ce que réellement il y a un problème ici. Ça c'est juste un agrandissement de la zone en question, on n'a pas de problème et en plus cliniquement il n'y a pas de mortification. Ici, toujours dans les limites des panoramiques, vous avez l'absence, si vous voulez, de lésion au niveau apical, au niveau de cette 6, et pourtant, vous avez un dépassement, ou une fracture d'instrument qui est objectivée sur la rétroalvéolaire. Alors là, c'est un contrôle quelques années après pose d'implant. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. On a l'impression qu'il y a un problème d'échec ou de périadontite, en tout cas un problème. Mais en réalité, sur ce cliché, on a l'expression de ce qu'on appelle l'effet de bord. C'est quoi? Il se traduit par la présence d'un liseré noir autour ou à proximité de structures denses telles que l'implant, les prothèses, les tenons, les éléments. Et quand vous faites une rétroalvéolaire au niveau de ces implants, qu'on a supposé, si vous voulez, présentant un problème, en réalité, il n'y a pas de doute. Donc c'est cet effet de bord-là dont il faut prendre note. On va voir maintenant les images en faveur de l'agressivité, l'irrégularité, le flou des bords, l'absence de ligne bordante, aspect de dents flottantes, réaction périostée, complexe, rupture corticale et envahissement ou infiltration des particules. Voilà donc une image panoramique qui n'est pas, on va dire, très expressive, hein, ne nous montre pas grand-chose, mais quand on y regarde de très près, on a cette zone-là. C'est une zone de raréfaction osseuse, et c'est une patiente qui a des antécédents de tumeurs du sein. Et donc, il s'agit tout simplement de douleurs importantes qui ne cèdent pas aux antalgiques. Et au vu de cette image et au vu de l'historique du malade, on pense à quelque chose comme une métastase. Bien sûr, on réalise un scanner. Au niveau du scanner, l'image elle est beaucoup plus informative, si vous voulez. Vous avez sur la coupe panoramique la lésion qui est très importante. Et puis au niveau des coupes coronales également, vous avez une effraction, si vous voulez, des tables, une rupture des corticales. Donc c'est quand même assez important. Là, c'est un cas aussi de tumeur. Vous avez la lésion qui n'a pas de limite. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il n'y a pas de limite, donc la lésion elle est très importante, une brise osseuse très importante, avec la dent, vous voyez la dent qui semble flotter dans le vide. Ça, c'est un signe donc on ne trompe pas. Et puis vous avez une fracture ici spontanée. Également sur ce cas, vous avez une brise osseuse, c'est une lésion lithique, toujours les dents qui semblent flotter dans le vide. Ça, c'est une image qui n'est pas sympathique. On va passer maintenant à l'imagerie sectionnelle. Donc on va voir le dentascanner et le col vide. Donc pour ce qui est du dentascanner ou encore tomodensitométrie, c'est un système qui a été mis au point donc, en 1974 par McCormack et Hansfield. Son utilisation croissante dans toutes les branches de l'art dentaire se justifie tant par le caractère irremplaçable des informations tridimensionnelles qu'il procure que par la simplicité de sa mise en œuvre et de son interprétation. Il est capable de résoudre la plupart des problèmes diagnostiques. Il mesure les densités, je l'ai marqué donc en jaune, c'est important. Donc il mesure les densités,
transformé en échelle de gris, permettant donc la différenciation entre l'os spongeux et l'os cortical. Un rappel sur les différents plans réalisés quand on réalise une imagerie sectionnelle. Vous avez le plan axial ou horizontal, vous avez le plan panoramique et le plan coronal ou transversal. Voici donc le Dentascan, qui est un logiciel de reconstruction à partir de coupes scalaires axiales, réalise donc des reconstructions curvilignes, panoramiques, coronales obliques et des reconstructions volumétriques comme ce que vous voyez ici. C'est vrai que c'est très intéressant dans le cadre des inclusions ou dans le cadre de la maxillo. Donc c'est très intéressant d'avoir cette reconstruction volumétrique. On visualise très bien les canines écluses, par exemple, ou la désodontomes en palatin, sous la dent, derrière la dent, etc. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ces reconstructions. Alors, ces reconstructions sont effectuées bien sûr en grandeur réelle, c'est surtout ça ce qui est important. Et donc ça va nous permettre d'effectuer des mesures directes sans coefficient d'agrandissement. Donc ce que vous mesurez sur la radio ou sur le scanner, c'est exactement ce qui se passe au niveau de votre cavité buccale ou maxillaire. Un point important, c'est la vérification du plan de référence. Il faut toujours vérifier sur le scope view que voici le plan de référence, donc choisi par le radiologue pour réaliser les coupes d'acquisition axiale. En général, on choisit le plan d'occlusion. Et quelquefois, le radiologue peut choisir le plan, donc le palais osseux ou le rebord basilaire de la mandibule, ce qui peut quelquefois donner lieu, si vous voulez, à des problèmes au niveau des calculs, quand le patient a une mandibule très très différente. Voici des planches de Dentascanner. Alors ça, c'est un vrai Dentascanner. Le vrai Dentascanner se présente comme ça. Vous avez 3, 4, 5 planches qui sont toujours présentées de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez en haut à gauche les coupes axiales, vous avez plusieurs cadrans comme ça avec des coupes coronales, et puis vous avez une planche qui rassemble les 5 coupes panoramiques, toujours présentées comme ça. Vous avez, je vous ai entouré ici quelques éléments importants à prendre en note, c'est les coupes obliques par exemple, elles sont espacées d'1 mm. Vous pouvez demander 2 mm, il y a des radiologues qui mettent 2 mm. Et puis les coupes panorex, c'est-à-dire panoramiques, sont espacées de 2 mm. Et en général, 1 mm pour les coronales et 2 pour le panoramique, c'est suffisant et c'est assez intéressant. Voici des exemples d'imagerie scano. Donc ici vous avez un cas de fracture parasymphysaire avec des fractures bicondyliennes également. Vous avez la reconstruction ici qui objective réellement, vraiment de manière assez sympa les lésions donc de fracture. Et puis vous avez la coupe standard ici. Là c'est un kyste odontogénique avec une soufflure de la table vestibulaire. Là vous avez un kyste maxillaire, mais on est d'accord pour dire que les limites ne sont pas très nettes. Il va falloir demander un scan. Et là, on a un sinus sain ici, un sinus complètement envahi au niveau de la lésion, donc côté gauche. Là, vous avez un patient qui se plaint donc de douleur au niveau de la région 26-27. Sur la base du cliché panoramique, on n'a absolument rien. Et pourtant, quand vous faites votre scan, vous avez une belle image ici de granulome ou de parodontite apicale chronique. Là, c'est une représentation volumétrique, comme je viens de le dire. Vous arrivez à localiser parfaitement cet odontome qui fait obstacle à l'éruption de la tresse. Canine écluse de tout à l'heure, seul le Dentascan permet une décision thérapeutique. On avait dit que la canine était un petit peu oblique, en réalité elle est horizontale. Donc vous voyez ici l'horizontalité de la tresse, ce qui n'est pas retrouvé dans le panoramique. CPS, la communication bucco-sinus. Et puis on voit aussi l'absence, surtout l'absence de fragments de racines ou d'apex. Alors là, on revient un petit peu à la pontologie qu'on a traitée ce matin. Par exemple, un cas de contrôle avec un dentascanner d'un cas de douleur, hypoesthésie post-implantaire par exemple. Vous avez au niveau de la coupe panoramique un implant qui est pratiquement, qui est pratiquement dans le canal, et au niveau de la coupe coronale, on confirme ça.
Et donc on a agressé le nerf alvéolaire inférieur, c'est normal pour les patients. Donc il faut, à ce moment-là, en principe, retirer le. Ici, une curiosité. Vous voudrez que j'en parle comme ça, comme soi. Une curiosité. Nous avons une panoramique avec des vis de fermeture au fond de l'alvéole. Curieux. Nous avons un implant qui est bizarrement placé ici avec une vis qui se balade au niveau de l'alvéole. Bon, l'angulation, à la limite, c'est pas très méchant. On fait un bilan scan et on se rend compte que l'implant est placé horizontalement ici, on le voit là, on le voit ici, on le voit ici, on le voit également ici. C'est un implant qui est pratiquement dans la joue. Alors maintenant, on va passer au cone beam. Alors le scanner et le cone beam, ce sont deux types d'imagerie qui sont assez proches. Donc le faisceau incident dans le cone beam, donc le rayon X, est en forme de cône. C'est ça la différence, une des différences. D'où le nom de la technique cone beam. Le terme exact c'est CBCT, c'est-à-dire cone beam computerized tomography, ce que l'on peut traduire en français par une tomographie volumétrique numérisée à faisceau conique. Donc on voit le faisceau conique là, on voit le faisceau conique ici, et pour le scanner, c'est un faisceau qui, si vous voulez, qui est blanc, qui n'est pas conique. Quel est l'intérêt du cone beam? C'est l'exploration complète ou limitée, c'est important de le souligner, complète ou limitée des maxillaires, en offrant une variété de reconstructions planes ou courbes, en orientation bien sûr coronale, sagittale, oblique et panoramique, ainsi que des reconstructions tridimensionnelles, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des reconstructions volumétriques. Les avantages, ce sont la limitation du faisceau de rayon X, la qualité de l'image, le temps de réalisation qui est ce qu'on a à peu près selon les machines, la réduction de la dose de rayonnement, je vous ai mis des points d'exclamation, puisque on appelle ça l'argument de vente des fabricants, c'est justement la réduction du rayonnement. Il faut savoir que cela dépend de la technique que vous réalisez. Est-ce que vous utilisez un grand champ, un petit champ, un moyen champ? Et est-ce que vous faites des coupes, si vous voulez, sur le plan précision très précise ou moins précise, etc. Donc ça dépendra de votre machine et de votre réglage. Réduction des artefacts, quelquefois oui. Il est compact, c'est vrai. Le logiciel de traitement de l'image est très facile. Tout le monde peut s'amuser à manipuler l'ordinateur. Et puis le coût qui est moindre par rapport à ça. Il y a des écueils. Cet appareil de haute technologie fait du médecin dentiste un radiologue à part entière, qui doit savoir paramétrer l'appareil, le manipuler et interpréter les résultats obtenus. On sait tous que maintenant les cabinets dentaires sont en train de s'équiper, avant en panoramique, maintenant en cone beam. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce qu'ils connaissent la radioprotection? Les règles de radioprotection. Donc ça, c'est un point qu'il faut un petit peu discuter. Voici un cas, par exemple, d'erreur, si vous voulez, au niveau du repérage ou le choix des plans, si vous voulez, le plan de référence. Un patient qui est mal positionné par rapport au faisceau laser que voilà, et bien vous allez avoir des coupes coronales qui vont être beaucoup plus grandes que la réalité, et donc des calculs faussés. Donc il faut positionner correctement votre malade pour avoir des coupes ou des informations exploitables et réellement exploitables. Les différents types d'appareils. Vous avez les appareils à champ réduit, inférieur à 8 cm. La définition peut être élevée de l'ordre de 75 à 200 micromètres selon le modèle. Et les indications, c'est plutôt l'implantologie et l'endodontie, puisqu'on va avoir des coupes très très précises et on peut analyser le canal, les différents canaux au niveau de l'endodontie. Vous avez des appareils à grand champ large, supérieur à 15 cm, et là, c'est plutôt l'exploration au niveau ORL, traumatologie, orthodontie. Il faut dire que les appareils grand champ doivent être réservés aux radiologues en attendant que les médecins dentistes reçoivent une formation diplômante spécifiquement dédiée, puisque les grands champs délivrent énormément de rayons, et donc il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. Voici un exemple ici des différents types d'appareillage. Donc vous avez le grand champ ici, un moyen champ, encore un petit champ, et là, tout petit champ. C'est-à-dire que vous allez prendre juste un petit segment, et mettre très peu de rayons, et avoir une image suffisante
suffisamment exploré. Donc il faut choisir un petit peu quelle technique vous choisissez, vous réalisez. Les indications du cone BIM, donc c'est en général du 8x8, donc en acquisition 150 micromètres pour les dents de sagesse, les implantologies par exemple. Et puis pour l'endodontie, vous avez du 125 micromètres ou encore plus précis que ça pour avoir des images intéressantes. On a un cone BIM, donc un exemple de cone BIM, je vous ai dit que c'était à peu près comme un scanner, donc vous avez les coupes ici axiales, les coupes panoramiques, les coupes coronales, et puis là une reconstruction volumétrique. Les appareils, donc soit vous avez des appareils où vous pouvez vous réaliser en étant assis ou encore en étant debout. Là un exemple donc d'inclusion dentaire qu'on voit très clairement sur cette coupe ici, ainsi qu'une réaction apicale qui est visualisée sur la coupe coronale là, et la reconstruction volumétrique ici. Là, l'intérêt du cone BIM en endodontie, l'image elle est donc très intéressante pour par exemple localiser un mouvement. Ici, dans le cadre de la plantologie, donc la planification, vous avez le guide dont on a parlé ce matin, le guide radiologique qui est en place, avec les cônes de Guta ici. Donc vous allez faire votre planification sur votre ordinateur en manipulant un petit peu les différentes images pour choisir les longueurs, les diamètres et les axes implantés. Également sur cette capture d'écran d'un cone BIM, vous avez votre planification, 3 implants ici, 2 implants là. Vous choisissez l'ongulation, vous choisissez les diamètres et les longueurs sur d'autres cônes BIM. Là, un cas de remplacement de la 21. L'espace est suffisant au niveau de la rétroalvéolaire, suffisant au niveau de la panoramique, mais au niveau de si vous voulez, de l'espace dans le sens véstibulo-palatin, la clinique déjà est un petit peu douteuse. On fait appel au cone BIM et on constate qu'au niveau de cette zone, donc, on a un déficit, si vous voulez, au niveau, dans le sens antéro-postérieur, et c'est un cas qui impose une technique de greffe éventuelle. Maintenant, un petit concours entre le cone BIM et le dental scanner. Il faut savoir que le cone BIM se distingue par son unité isométrique qui fournit une image identique dans tous les plans de l'espace. Le scanner peut présenter par contre des imprécisions sur la topographie. Le cone BIM offre une résolution nettement supérieure sur les structures osseuses. En revanche, du fait de sa dosimétrie plus faible, il produit une faible résolution en contraste. Ce sera donc il sera la possibilité de réaliser une acquisition volumique partielle en limitant le champ d'examen. Donc vous pouvez choisir un segment de mandibule et analyser finement ce petit segment. Et donc vous irradiez moins. Vous avez des artefacts cinétiques qui sont moindres sur le scan. Vous avez un temps de pause de 4 secondes à peu près dans les scans assez récents. Et donc c'est l'indication par exemple d'un parkinsonien qui tremble et qui bouge. Le cone BIM, ça ne va pas le faire. Et vous avez les artefacts métalliques, par contre, qui sont moindres sur le cone BIM. Donc, en fonction du cas, de votre situation clinique, vous allez opter pour l'un ou pour l'autre. Un chapitre donc, important pour finir, c'est les règles de radioprotection. Donc, la radioprotection désigne l'ensemble des mesures destinées à protéger l'homme contre le rayonnement ou les rayonnements ionisants, tout en lui permettant de les utiliser. La radioprotection des patients est assurée à travers la justification des expositions, l'optimisation des expositions, donc la moindre dose, la limitation des doses individuelles, et puis en respectant le principe ALARA qui dit qu'il faut une exposition au rayonnement aussi basse que raisonnablement possible. Ici, on a un exemple donc, de dose efficace par rapport au panoramique qui est de l'ordre de 15 à 25 microsieverts et de 60 à 210 pour un scanner optimisé et un cone BIM de 20 à 600. Je vous ai encerclé, on a entouré ces deux chiffres-là pour montrer que quelquefois le cone BIM il peut être beaucoup plus irradiant. Tout dépend du calibrage, du réglage et de ce que vous choisissez comme technique. Les doses limites acceptables fixées par les autorités sont de 1 millisievert pour le patient et 6 millisieverts an pour le praticien.
Un mot sur la radioprotection chez la femme enceinte. Le radiodiagnostic dentaire, peu énergie, très focalisé, ne délivre à l'ovaire ou à l'utérus que des doses infimes, inférieures à 0,1 microgré pour un panoramique, soit l'équivalent de 30 minutes d'irradiation naturelle, et il peut être pratiqué sans risque chez la femme enceinte. Il n'y a aucun risque. Les radiologues mettent en avant, si vous voulez, le principe de précaution pour ne pas faire les radios, mais en réalité, il n'y a pas de risque. Le port de tablier n'est que là pour un petit peu la psychologie, puisqu'il ne protège pas réellement le pénis. Un mot maintenant sur la radioprotection concernant le personnel médical. C'est là justement qu'il faut insister, puisqu'on est des utilisateurs chroniques des rayons, et donc c'est nous qui devons donc avoir un petit peu peur par rapport à ces rayonnements. Le recours systématique des ambulateurs aux ambulateurs et des porte-fils, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire, puisqu'on diminue les rayons reçus. Si aucun porte-fil ne peut être utilisé, le film ou le capteur est tenu par le patient. C'est vrai que c'est pas évident, il bouge et tout, mais voilà. L'éloignement du générateur, donc là c'est quelque chose d'assez facile. Vous avez votre déclencheur, donc un câble qui est assez long, donc il faut l'utiliser et vous éloigner de la source radiogène. Les enfants peuvent être maintenus par leur accompagnant. En dernier recours, patients handicapés, enfants non coopérants, et bien vous mettez un tablier pour ne pas recevoir le rayon directement. Ici, un médecin dentiste, en réalisant 20 clichés par jour, les doigts et sa main au contact du récepteur peuvent être exposés à environ 20 fois 5 microsieverts en moyenne, ce qui, en un an, pourrait recevoir jusqu'à 26 millisieverts, ce qui l'exposerait à des limites bien au-delà de la norme en vigueur. Pour les endodontistes, qui utilisent beaucoup les rayons, il faudra réfléchir. Par ailleurs, l'utilisation d'une tension plus élevée induit une irradiation moindre du patient, car les rayons plus pénétrants sont moins absorbés. Ça veut dire qu'il faut choisir un kilovoltage de 70 kV. Ceci vous donnera, si vous voulez, une diminution des rayonnements. Et en plus, vous allez avoir une image nettement plus contrastée. La zone de moindre risque, quand vous faites une rétro-alvéolaire, RVG, la zone de moindre risque, c'est la zone en vert. Ça veut dire que vous vous éloignez de la tête du patient latéralement. Donc vous prenez les 2 mètres de sécurité et vous vous positionnez au niveau des zones vertes. Pour finir, la radiographie en odontologie est un élément indispensable à la conduite d'un examen qui se veut rigoureux, fiable et complet. De nos jours, les techniques d'imagerie sont nombreuses. Il faut savoir quel examen demander en fonction de la clinique. Il faut commencer par le plus simple pour arriver à l'examen le plus complexe. Il faut mettre en avant donc la justification des actes, l'optimisation des pratiques. Ne pas oublier que le médecin est toujours tenu par une obligation de moyens dans la prise en charge de ses patients. Je vais terminer par une citation d'Antoine Berler qui dit que les rayons X ne se trompent jamais. C'est nous qui nous trompons en interprétant mal leur langage ou en leur demandant plus qu'ils ne peuvent nous apporter. Merci.